Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va être un cours très particulier. Ceux qui arrivent jusqu'à la fin, je conseillerais quand même d'accrocher les ceintures parce que ça va un petit peu planer. Là, j'ai fait une traduction très rapide et vous allez voir où cela nous mène. Alors au début, c'est des choses assez simples, hein, et vous voyez la complexité qui va nous obliger certainement à ouvrir de nouveaux livres. L'objectif, c'est préparer un séminaire sur la constitution de l'humain. Nous avons déjà travaillé sur la constitution de la matière, donc des éléments minéraux. Nous avons travaillé sur la structure végétale. Nous avons travaillé sur la structure animale. Il nous reste la structure humaine, sachant que la partie humaine va contenir et la partie matière, et la partie végétale, et la partie animale, et la partie humaine, avec des éléments que je vais développer aujourd'hui. Euh, alors, nous avons appris, et si les cieux sont constitués par 10 sphères, la Terre euh, est constituée par 4 éléments simples. Ces éléments, c'est-à-dire l'élément terre elle-même, afar, peut-être poussière, l'élément eau, maïm, l'élément air, roar, et l'élément feu. Et la différenciation des créatures dépendent de la composition de ces éléments. Et ces éléments sont également associés à une structure qu'on pourrait toujours parler de matière et de forme. Et quand on dit matière et de forme, Romer Vetsura, ce que ça veut dire par là, corps, esprit, élément matériel, élément spirituel. Donc déjà, on apprend que l'existence ne peut être que s'il y a quelque chose d'ordre spirituel jusqu'à la pierre elle-même. On avait déjà vu ça dans tout le descriptif qu'on a fait sur les éléments matériaux. Donc la première création, on peut dire, la plus simple, c'est les matériaux justement, c'est la matière, qui est composée de 4 éléments dont l'élément principal est la terre, qui est, on parle donc ici, quand on parle de ces éléments principaux et quand on parle de matière et d'âme, l'âme c'est une âme immobile. On peut encore parler d'âme nefesh, mais c'est pas tout à fait, comment dire, perceptible de percevoir l'âme d'une pierre, par exemple. Mais si elle existe, c'est qu'il y a une âme aussi. À cette création s'ajoutent d'autres créations plus évoluées, qui contient en elle la forme inférieure. Quand on va parler maintenant du végétal, le végétal contient le minéral. Maintenant, lorsqu'on va parler de l'animal, l'animal contient et le minéral et le végétal. Et lorsqu'on va parler de l'humain contient les 3 éléments inférieurs. Il vous faudra reprendre tout ce que nous avons vu là-dessus. Je ne vais pas pouvoir le redévelopper complètement, hein. Nous avons déjà vu une implication d'un travail sur soi pour chacun de ces éléments, que ce soit la matière, que ce soit le niveau végétal, que ce soit le niveau animal. La matière, c'est le niveau de l'ossature, également les minéraux. Le végétal, c'est la reproduction et la nourriture, que nous retrouverons chez l'humain évidemment. L'animal, c'est le mouvement, mais aussi la volonté et l'imaginaire. Nous avons vu que le végétal est composé de ces 4 éléments, mais d'une façon plus importante, en majeure partie d'eau. Quant à l'animal, sa majeure partie, c'est l'air, puisqu'il est dans le mouvement. Maintenant, concernant l'humain, donc on va commencer à développer l'humain. L'humain se nomme le médaber, le parlant. Il y a de la communication chez les animaux, mais ce n'est pas une parole. Alors, l'humain est également constitué de ces 4 éléments, comme je l'ai dit, et le principal élément sera le feu. On verra plus tard, lorsqu'on parlera des cieux, la relation entre cette notion feu et la notion lumière. Il s'ajoute aussi dans la notion de l'humain une notion de volonté qui est totalement différente de celle qu'il y avait chez l'animal,
et que chez l'humain, nous allons appeler le libre arbitre, la bechira, le libre choix. Et on va faire cette différence entre la notion de décision, de volonté de l'animal, qui est également en nous, et la notion de choix, de bechira. L'intellect se divise en deux parties. L'intellect actif et la logique. L'intellect actif elle-même se divise en deux parties. Le côté pratique et le côté du raisonnement, comme le calcul ou l'estimation. La partie pratique reste une action physique, mais cette fois hors du corps, comme par exemple la notion de semer ou de construire. Quant à la forme de raisonnement, du calcul ou de l'estimation, elle n'a pas obligatoirement un objectif pour se nourrir, comme nous l'avons chez l'animal. Mais parfois, c'est simplement pour s'instruire, ou de répondre aux besoins de l'âme, d'acquérir de la sagesse, ou des bonnes qualités humaines, comme celle de connaître la différence entre vérité et mensonge, de connaître les choses véritables, pour les changer selon les besoins de l'âme, et non simplement les besoins du corps. C'est grâce aussi au raisonnement logique que nous pouvons avoir la faculté de choix, la bechira, sachant qu'il n'y a pas de véritable choix si cela vient d'une préférence ou d'un désir, car ceci viendrait plutôt de la partie animale. Choisir ce qui est mieux au niveau plaisir vient de la partie animale et non pas de la partie bechira, qui vient du sechel, de l'intelligence. Le véritable choix vient non du désir, mais le fait de reconnaître ce qui est juste vis-à-vis de son âme, et non de la volonté de satisfaire son corps. Alors déjà, on voit que ici, si on décline, hein, vous pouvez imaginer tout le travail qu'il peut y avoir sur soi là-dessus. Je continue. Comme ça, on a toutes les informations, on verra après pour le séminaire en question. Il y a un autre avantage à la notion de l'intellect logique par rapport à l'imaginaire qu'on a vu chez l'animal. Donc il va y avoir un imaginaire animal que nous aurons chez nous, et aussi une autre forme d'imaginaire qui va s'orienter vers ce qu'on appellera la vision. L'imaginaire de l'homme n'est pas comme celle de l'animal. Elle peut être en relation avec les formes d'images matérielles, mais pour l'humain, il y a cette notion de saisissement, de possibilité de saisir derrière la forme matérielle, la forme spirituelle. La déduction qu'on pourrait faire, le sens. Ainsi, toute forme d'imaginaire peut contenir des représentations fausses, ce qui n'est pas le cas lorsque l'intelligence peut saisir, d'une part, le sujet matériel qui est exprimé, mais également son essence véritable. Mais cela reste un potentiel de connaissance. Je vous lis que le texte, hein, et c'est évidemment, vous imaginez tout ce qu'il y a à développer là-dessus, hein. On verra plus tard. Alors maintenant, il se trouve que les deux formes, les combinaisons de ces deux formes d'imaginaire, c'est-à-dire la partie animale et la partie humaine, peut bénéficier et d'une réalité physique et d'une réalité spirituelle en même temps. Je ne sais pas si vous entendez, pour ceux qui connaissent un petit peu, de quoi on parle lorsqu'on parle d'intelligence. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va parler des mondes, etc., on est en train de parler de la structure, carrément de ce qu'on appelle les moukhrines, la chorma, la bina, et choses comme ça. J'en dis pas plus. C'est intelligence qui représente la forme de l'âme, avec laquelle nous pouvons comprendre les rêves, éventuellement. Et aussi le sens de notre imaginaire. Quand je parle de l'imaginaire aussi, je parle également des rêves éveillés qu'on peut mettre en place. Maintenant, dans le temps de sommeil,
C'est-à-dire, il va y avoir les rêves. Il reste dans le corps uniquement les éléments de l'âme qui sont l'âme matérielle, des matériaux, l'âme végétative et l'âme animale. La structure supérieure de l'âme parlante, elle quitte le corps. Et c'est ainsi qu'elle peut atteindre, parce que détachée justement des éléments plus lourds, on pourrait dire comme ça, qu'elle peut atteindre un niveau de vision supérieure jusqu'à être imprimée, jusqu'à ce que cela nous... Quand on a une vision, ça reste dans notre mémoire. On sait que c'est quelque chose qui est autre que les rêves ordinaires. Cette notion s'appelle Neshamat Hanefesh Aserri. C'est un peu compliqué comme terme, parce que la notion de Neshama, c'est plus déjà du Nefesh, mais c'est la Neshama du Nefesh, c'est-à-dire la Neshama de l'âme intellectuelle. Cette notion-là, on est au-delà de la parole. Après, il faut voir pourquoi on est au-delà de la parole, parce qu'on est dans la vision. L'imaginaire, c'est-à-dire, et la vision, chez l'homme, alors je reprends les termes tels que je les traduis, après il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce que voit l'entendement, c'est-à-dire ce que voit la bina, ce que voit, qu'est-ce que ça veut dire voir l'entendement, on prendra les Sefer Yetzira pour comprendre un petit peu ces choses-là. Ça, c'est l'outil de l'intelligence. Et quand on parle d'intelligence, vous avez compris qu'on parle de la bina. Qui n'a en lui, qui n'a pas en lui, la véritable nature de ce qu'il voit, du fait du mélange qu'il y a entre ces deux imaginaires, entre imaginaire et vision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rêve qui ne comporte pas de choses futiles. Après, il faut décoder. C'est également par l'imaginaire ce que voit l'entendement. Ces choses-là ne sont pas obligatoirement de l'ordre du réel, de notre monde. Ça va se développer tout ça. Hein. Je fais que lire pour l'instant. Alors, ça, évidemment, ça va demander des approfondissements de la structure de l'âme. Et vous allez voir, lorsqu'on va parler des cieux, on va commencer à parler de la structure de l'âme. Entre sagesse et entendement. Donc, vous entendez sagesse et entendement, évidemment, Chorma et Bina, etc. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Ainsi, il nous faut expliquer le sujet du potentiel de l'âme chez l'homme, qui contient ces 4 éléments. Il nous faut maintenant expliquer le véritable nefesh intellectuel. C'est quoi ce nefesh serfli? Dont l'orientation serait dirigée vers l'accomplissement des mitzvot. Parce que maintenant, on est à autre chose. On est dans l'humain, et puis il y a des commandements divins. C'est-à-dire, on va commencer à suivre quelque chose qui n'est plus de l'ordre de notre survie vitale. Alors, il y a autre chose dans notre âme pour essayer d'entendre autre chose que notre partie humaine, afin de maintenir la volonté du Créateur. Et ça, et c'est pour ça que je dis que là on va rentrer dans les éléments des sphères supérieures, et ça vient des 10 sphères spirituelles. Bon, vous entendez aussi les séphirotes, on a 10 sphères spirituelles qui viennent des cieux, ce qu'on appelle les cieux. Je vais lire maintenant très rapidement, pour simplement, comme on donne un vocabulaire, pour simplement avoir une idée des sujets qui peuvent être abordés dans ce cadre-là. Alors, je reprends. Les 10 sphères spirituelles des cieux du monde Asya, du monde de l'action. On va parler des 4 mondes, qui sont 5. On nomme ces sphères les Ophanim, mais également composées des 4 forces, des 4 éléments supérieurs des cieux, chacun d'entre eux étant un assemblage de matière et d'âme. Après cela, nous obtenons maintenant, en monde de degrés, dans les cieux, le Ruach, le niveau d'âme, Asirli, le Ruach de l'intellect.
qui vient du monde de la Yetzira, nouveau monde, qui contient les 10 forces angéliques. On est en plein dans le Sefer Yetzira. Des 4 éléments dans leur forme matière et âme. Ensuite vient la Neshama du monde de la Beria, du monde de la création, qui contient également tous les degrés de composition entre corps et âme. Comme ça c'est dans tous les 4, on a toujours ça. Ainsi que les 3 qu'on a mentionnés au-dessus. Et qui forment la notion de, là on apprend quelque chose de nouveau, d'être serviteur du Créateur. Et là on parle d'Hachem, serviteur d'Hachem. On va continuer, puisqu'on est dans la Beria, là, maintenant on va monter encore de degrés. C'est ensuite que nous pouvons avoir le mérite d'incarner les 4 niveaux d'âme, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, du monde Atfilut, avec les 4 éléments en eux qui sont maintenant appelés fils d'Hachem, fils du Créateur, mais qui se nomme Hachem. Et on y passe de serviteur à fils. Comme cela a déjà été expliqué, certainement pas dans le texte qu'on a étudié ensemble, ça a déjà été expliqué puisque ce texte qu'on a étudié, c'est la fin du Etzer Chaim. Ça semblait assez simple au début, on voyait qu'on rentre dans la complexité, mais cette fin n'est qu'une introduction pour nous ramener ou nous inviter à étudier d'une façon un peu plus approfondie l'arbre de vie. Maintenant, il ajoute quelque chose d'autre, et vous voyez qu'on n'est que dans les introductions, que nous avons déjà vu, que tous les mondes ont 5 aspects, et ces 5 aspects qu'on nomme les partsoufim, alors il y a Ererenpin, le grand visage, Abba et Ima, notion père, notion mère, et après le petit visage, les Renpin, et puis Nun, le Nukva, c'est-à-dire la partie de ce qu'on appelle la Malchut, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais c'est pas grave, on va reprendre tout ça normalement, puisque ce n'est qu'une introduction. Je continue. Évidemment, ce qui est plus important pour nous, c'est peut-être tout le travail qu'on a à faire en amont. Et on a déjà vu que rien que sur la partie matière, la partie minéraux, on a fait une forme de brainstorming sur tout ce qu'on pourrait faire au niveau d'un travail intérieur. Alors maintenant, la partie supérieure de ces 5 mondes, qu'on appelle, c'est dans Keter, c'est des Renpin, n'a pas de lettres propres. Quand on parle des lettres, on parle des 4 lettres du nom divin. On a le Yud dans la Chochma, donc dans Abba, on a le He dans la Bina, c'est dans Ima, on a le Vav ici au niveau du petit visage, dans Tiferet, et puis on a le dernier E dans la Malchut, c'est-à-dire la partie féminine. Mais dans Keter, dans ce visage qu'on appelle Renpi, le grand amour inconditionnel, il n'y a pas de lettre vraiment, c'est le Kotz, la pointe du Yud. Et de ce fait-là, on ne peut pas trop développer cette partie-là. Donc ce qui va être développé, et c'est principalement le travail qu'on peut faire sur nous, c'est les 4 parties, qui correspondent aux 4 lettres du nom Hachem. Et c'est sous leur forme, cette fois-ci, qu'on va commencer à parler. Tout à l'heure, on a parlé de feu, et on a parlé également de corps et d'âme. Maintenant, on commence à parler de lumière et de réceptacle. Et donc, quand on parle des cercles, etc., on va parler des séphirotes. Je pense que je peux arrêter là parce que le texte il continue, mais il va continuer en complexité, mais toujours en introduction pour nous inviter à l'étude de Etzer Chaim. Avec l'aide de Dieu, si on arrive à faire ce travail-là, j'aurais juste ajouté une dernière chose, que ce travail-là, s'il n'est pas associé à un travail sur soi, si simplement c'est un travail intellectuel pour comprendre comment les séphirotes se marient entre elles, etc., ça ne sert à rien, ça apporte pas grand-chose, ça apporte que de la confusion dans l'esprit. Par contre, s'il y a un vrai travail sur soi-même, c'est-à-dire lorsque je vais travailler sur le minéral,
je vais voir en moi qu'est-ce qui se passe dans cette immobilité que je peux avoir. Quand je vais travailler sur le végétal, je vais avoir un rapport avec la nature qui est totalement différent de ce que je faisais jusqu'à présent. Quand je vais travailler avec l'animal, je vais travailler sur mon imaginaire, sur mes instincts, etc., sur mes désirs, etc., sur le moi, sur l'ego, tout ce que vous connaissez déjà. À ce moment-là, lorsqu'on va travailler sur l'humain, on peut commencer à parler, en tout cas, d'une invitation à cette notion qu'on appelle l'initiation. Voilà, j'arrête là. Donc, vous avez les éléments. Vous avez maintenant pratiquement les 4 présentations des 4 créations minérales, végétales, animales et humaines. Et puis, bon, on verra avec l'aide de Dieu de quelle façon on pourrait s'organiser pour entrer dans le détail de ces éléments en les reprenant un par un, mais toujours avec une forme de relation avec soi-même. Je vous dis à bientôt. Alors, je vais couper.